Mesdames et messieurs, bienvenue au débat du dimanche. Aujourd'hui, nous allons parler des suites du processus d'Alger. On va également parler de l'arrestation de ses complices dans l'attentat de la terrasse et également ces attaques terroristes en Tunisie et au Yémen. Des questions qui seront abordées par nos invités. Adam Thiam du Républicain, Alexis Kalambri des Échos, Étienne Fakaba Sissoko, économiste, chargé de cours à l'Université de Bamako, et Serge Daniel, journaliste, écrivain. Signera pas, c'est la question que nous posions lors de l'émission de la semaine dernière, à l'occasion de la rencontre organisée à Kidal par la coordination des mouvements armés. La réponse est non, non pour l'instant. La CMA qui décide de ne pas se décider en s'inscrivant dans le processus. Tout de même, le gouvernement malien, lui, tient à préciser qu'il ne s'engagera pas dans de nouvelles négociations. Le porte-parole Choguel Kokalamaïga, que nous écoutons ici. L'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger implique 3 parties, en l'occurrence le gouvernement du Mali, la coordination des mouvements de l'Azawad et la plateforme. 2. Cet accord de paix, fruit de plusieurs mois d'intenses négociations, a été paraphé le 1er mars 2015 par la médiation dans toutes ses composantes et par toutes les parties à l'exception de la coordination. Il est aujourd'hui soutenu par l'ensemble de la communauté internationale. 3. En dépit des réserves qu'il a formulées, y compris dans la version finale présentée par la médiation, le gouvernement du Mali a commencé à sensibiliser les populations parce que conscient que cet accord offre un cadre global qui permet de travailler au retour de la paix et de résoudre l'ensemble des questions posées dans le respect des principes fondateurs de la République. 4. Le gouvernement du Mali rappelle de manière solennelle que le paraphe du document, en attendant sa signature, exclut toute idée d'ouverture de nouvelles négociations sur son contenu et appelle la médiation à ses responsabilités en tant que garant du processus de paix. 5. Le gouvernement du Mali renouvelle ses vifs remerciements à la médiation présidée par la République algérienne démocratique et populaire et assure la communauté internationale de sa ferme détermination à mettre en œuvre de manière sincère l'accord de paix. 6. Le gouvernement du Mali lance un appel à tous les mouvements qui ne l'ont pas encore fait pour parapher sans délai l'accord de paix afin de permettre à notre pays de reconstruire le vivre ensemble et offrir aux réfugiés et aux déplacés la possibilité de regagner leur foyer dans un climat apaisé. Voilà, Étienne, avant de revenir à la position du gouvernement, déjà un commentaire par rapport au refus de la coordination des mouvements armés de ne pas parapher avec la présence sur place d'une forte délégation de la communauté internationale. On pensait qu'ils allaient quand même bouger de manière positive, mais ça n'a pas été le cas. Oui, moi je me réjouis que ça se passe comme ça, pour la simple raison que signer le document par le MNLA, c'est aujourd'hui reconnaître que la CMA. Comment? La CMA ou le MNLA?
pour moi, c'est le MNLA, parce que toutes les autres entités, en réalité, politiquement, ne représentent pas grand-chose. Et le MNLA, qui ne représente rien militairement, représente quelque chose quand même politiquement. Donc, c'est les quelques individus du MNLA qui se pavanent sur les plateaux que nous pouvons aujourd'hui identifier comme étant des forces. Donc, aujourd'hui, ça montre deux choses. D'abord, que le gouvernement a épuisé de toutes les bonnes voies possibles pour montrer sa bonne volonté à aller vers un processus de la paix. Et au prix, justement, de mettre à dos toute sa population. Et deuxième chose, la communauté internationale est face à sa responsabilité de réagir. Et réagir parce que, comme je le disais, toutes les voies et moyens ont été épuisés pacifiquement. Donc la seule alternative aujourd'hui qui nous reste, c'est ce qu'on a toujours réclamé, à savoir battre ces terroristes-là par tous les moyens. Oui, Alexis Kalambri, on pensait quand même que le bon sens, la sagesse allait prévaloir quant à l'issue de cette rencontre de Kigali. La rencontre, c'est un exercice auquel, à la limite, le gouvernement même aurait dû se soumettre avant de paraffer. Mais quoi qu'il en soit, la semaine dernière, je disais qu'ils font beaucoup jouer la montre, mais ils vont signer. Si vous avez vu, à la fin de la rencontre, le MNLA, je suis d'accord avec Étienne, a produit un communiqué, mais que jusqu'à présent, ils n'ont pas rendu public. Et dans ce communiqué, ils disent qu'ils ne remettent pas en cause, l'architecture du document, que, entre les lignes, ils sont d'accord pour signer. Donc, je pense que, effectivement, toujours comme ils ont su le faire, ils attirent les lumières, ils font jouer le temps, mais actuellement, ils n'ont pas le choix. Oui, Serge, est-ce que ce n'est pas un peu flou? La CMA n'a pas signé, mais elle s'est dit rester dans la dynamique des pourparlers. N'est-ce pas un peu flou? Moi, de mon côté, je suis persuadé qu'il y a des contradictions internes entre les groupes rebelles. On a remarqué ce qu'on disait toujours, mais qui s'avère aujourd'hui sur le terrain, c'est que le nombril de la rébellion Touareg, c'est à Kidal. Kidal appartient d'abord aux Kidalois. L'impression que moi j'ai, c'est que vous avez 2 ou 3 forces sur le terrain, contrairement à ce que disaient Alexis et Étienne. Je pense que celui qui tient le gouvernail là-bas, c'est le HCUA. Que le HCUA, j'en suis persuadé, a la ferme volonté de signer cet accord-là. Il a la ferme volonté de signer cet accord-là. D'après mes informations d'ailleurs, ce lundi, vous allez avoir une délégation de Kidal, de notabilité de Kidal, qui va faire le déplacement pour Bamako. En revanche, vous avez le MNLA qui plutôt est un mouvement certes politique, mais je dirais plus médiatique que politique, qui en fait est embarrassé parce qu'il y a un déphasage entre le MNLA, c'est-à-dire la tête et la base. Je pense qu'on va aller vers un accord. De toutes les manières, ce qui est exclu aujourd'hui, c'est de nouvelles négociations. Il n'y aura pas de nouvelles négociations parce qu'à partir du moment où vous paraffez un accord, où une des parties paraffe, l'accord est paraffé par l'une des parties, c'est que l'accord est gelé, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de nouvelles négociations. Les Nations Unies l'ont donc clairement défini, le gouvernement malien l'a dit, et que nous allons trouver, à mon avis, un consensus là-dessus. Je suis plutôt optimiste, encore une fois. Le rôle d'un analyste, c'est de se tromper, je peux me tromper, mais je pense qu'on va aboutir tôt ou tard à la signature d'un accord. Adam, sur la rencontre de la semaine dernière à Kidal, on pensait qu'avec le déplacement de la communauté internationale, ça allait être quand même positif, tout ça, mais bon, ça n'a rien donné. Oui, déjà même avant cette rencontre, c'est-à-dire que sur la position de la CMA sur l'accord, c'est quand même paradoxal qu'ils n'aient pas signé, parce que cet accord fait tellement de concessions à l'autre partie, donc à la partie des mouvements de l'Azawad, qu'on se demande pour le gouvernement malien où a été la frontière entre la concession et la cession. Et c'est sur ça d'ailleurs que moi j'aimerais répondre en m'appuyant sur la déclaration de Shogel Maïga qui a dit en dépit des réserves que le gouvernement a eues, il a commencé à expliquer l'accord aux populations. Alors, pourquoi le gouvernement ne rend pas public les réserves qui étaient les siennes à Alger, premièrement? Deuxièmement, comment peut-on dire qu'on avait des réserves et dire maintenant que le contenu de l'accord ne changera pas? Est-ce que c'est des réserves sérieuses? Dans tous les cas, il serait bon effectivement que le peuple malien
prenne connaissance des réserves qui étaient celles du gouvernement à Alger et qui, à un moment, l'avait même amené à envisager de ne pas paraffer cet accord. Pour le reste, moi, je suis d'accord avec Serge Daniel. Je ne crois pas que la rébellion, la CMA peut tenir longtemps parce qu'elle met à dos toute la communauté internationale. Si elle réussit à maintenir sa position sans conséquence, ça veut dire alors que le jeu est très très clair, qu'en dépit de tout ce que nous dit, la communauté internationale est avec ceux qui veulent séparer et diviser le Mali. Si Tangara permet, c'est que le gouvernement malien est quand même pris en deux feux. Adam l'a pas dit tout à l'heure. Et je crois qu'il fait exprès de ne pas le dire. C'est que d'un côté, vous avez une partie de la classe politique malienne, l'opposition, qui dit non, le gouvernement a signé un mauvais accord. Le gouvernement a signé un mauvais accord parce qu'il fait trop de concessions aux groupes armés. J'ai vu le communiqué qui est sorti hier. Le communiqué va plus loin en disant non, ça porte des gemmes d'une division, d'une gestion d'une partie du territoire national aux rebelles. Et de l'autre côté, vous avez une partie de la rébellion qui dit nous ne signons pas parce que nous n'avons pas l'autonomie recherchée. Ce que je ne vois pas dessiner clairement, et j'en aurais terminé, c'est la stratégie du gouvernement à faire face d'un côté à l'opposition et de l'autre côté au groupe rebelle. Ok, justement, est-ce que tous ne tombent pas dans un piège tendu par la CMA en faisant semblant de ne pas signer, on crée un bicéphalisme à Bamako autour du préaccord? Je pense que non. C'est pas un piège. Au contraire, la position de la CMA avantage le Mali, en ce sens qu'en étant les premiers à signer, à la limite, ça apaise un peu, puisque en face, ils ne sont pas contents. Les gens ne sachant pas exactement le contenu se disent peut-être que. Mais il y a deux autres choses que je voudrais ajouter. Premièrement, en face, ils n'ont pas le choix parce que ce qu'on ne dit pas assez, le Mali a paraphé, mais toute la communauté internationale a paraphé. Donc, il y a une batterie de sanctions. Connues habituellement, les interdictions de voyage, les gels des avoirs, et ainsi de suite. Les chameaux ne sont pas immatriculés et ils n'ont pas de compte en banque. Espérons. Mais, donc, il y a ce premier aspect. Le second, la dame me fait perdre le fil. Oui, donc, oui. Le second aspect, c'est que, à la longue, le gouvernement, la seule porte de sortie qui lui reste, c'est que si on parvient à savoir exactement quelles sont les 12 pages, que contiennent les 12 pages de ces réserves, on peut se dire peut-être qu'avec les négociations à venir, ça peut aller mieux. Sinon, effectivement... Dans les faits, Etienne, on sent que la CMA est aujourd'hui isolée diplomatiquement vis-à-vis de la communauté internationale. Comment est-ce que le gouvernement peut en tirer profit et en même temps répondre aux aspirations de l'opposition, par exemple, d'abord, qui n'est pas d'accord avec le préaccord? Ce n'est pas que l'opposition qui n'est pas d'accord avec cet accord-là. C'est aussi les populations de façon générale, une partie très écrasante de la société civile qui n'est pas également d'accord avec le contenu de cet accord. Maintenant, il s'agit pour le gouvernement, contrairement à la vague de communication qu'ils sont en train de lancer pour expliquer le contenu de l'accord, qui, de mon point de vue, ils vont jeter simplement de l'argent par la fenêtre, avait plutôt intérêt, avant même le processus de signature, de procéder à cela. Expliquer le contenu du premier document. Maintenant que nous avons péché sur cet aspect, aujourd'hui, il nous appartient de dire clairement la vérité. Et cette vérité-là, c'est que nous n'avons plus le choix. Ce n'est pas parce que le document est bon qu'on l'a signé, mais simplement parce que la communauté internationale nous exige de signer. Et deuxième chose, de dire que la signature de ce document-là n'est pas un problème en soi parce que nous sommes en train d'équiper l'armée, nous sommes en train de renforcer nos positions, nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour qu'au final, on puisse recouvrer notre intégrité territoriale. Et cela, à mon avis, pour terminer, pour revenir sur ce que Serge et Adam disaient tout à l'heure, de toute façon, ils vont le signer. Parce que, comme je l'ai expliqué, ils ont plus à gagner dans ce document que le Mali.
Et pourquoi ils vont le signer? Parce qu'aujourd'hui, la communauté internationale, avec tout ce qui est en train de se passer comme attentat en Tunisie, dont on va parler, je l'espère, en Yémen, dans le monde entier, aujourd'hui, la lutte contre le terrorisme est une priorité pour la communauté internationale. Et aujourd'hui, le MNLA, la CMA, si vous préférez, constitue un obstacle à la lutte contre le terrorisme. Ok, Adam, on n'est pas dans un jeu, sinon j'allais dire que le gouvernement a la main, mais comment profiter de cet isolement de la CMA par rapport à la communauté internationale? D'abord, il faut rapatrier le problème. Ça se joue entre le gouvernement et son peuple. Quand on dit l'opposition, il ne faut pas oublier que c'est 30% de l'électorat. Et 30% de l'électorat au Mali, c'est beaucoup plus que les 800 personnes qui sont mobilisées à Kidal contre ce projet. Donc c'est important. Et en plus, Étienne l'a dit, la société civile représentative, qui n'est pas celle que le gouvernement a invitée l'autre jour à la restitution, parce que c'est un ensemble d'une dizaine d'organisations qui se sont clairement exprimées sur le dit accord. Donc là, ce n'est pas entre nous pour l'instant et la CMA. Toute la question est de savoir est-ce qu'en l'état, si ce projet d'accord est soumis à un référendum demain, il va avoir un vote positif. Là est la question. Et moi, je crois très honnêtement que si le contenu est expliqué, au-delà du langage, au-delà de la langue, etc., si le contenu est expliqué et compris par les populations, ça va être extrêmement difficile qu'il passe comme une lettre à la poste à un référendum. Donc, pour moi, c'est ça les vrais enjeux. Moi, je voudrais me permettre de faire deux observations. La première, c'est de dire que si vous avez au sein de la CMA, c'est comme ça, la CMA, c'est qu'ils ont quand même des problèmes. Vous avez eu hier la CPA, qui est une dissidence du MNLA, la CPA qui n'a pas signé l'accord d'Alger, qui a annoncé que quelques dizaines de combattants du MNLA ont claqué la porte du MNLA pour revenir dans les rangs de la CPA. Comme s'il y avait sur le terrain de nouvelles alliances tribales qui vont probablement jouer. Que doit faire le gouvernement? Je pense que la première chose, c'est que le président de la République devrait pouvoir rapidement, à mon avis, nommer un nouveau haut représentant, pas cette fois-ci pour les négociations, mais pour le suivi des accords d'Alger, puisque son haut représentant est devenu Premier ministre, et nommé quand même... Il avait fait quoi en tant que haut représentant? Il était à équidistance des deux forces, et à Alger, quand vous parlez avec les rebelles et quand vous parlez avec la partie gouvernementale des Algériens, on trouve que c'était un homme rassurant. Donc il faut un homme rassurant, ou une femme qui rassure aujourd'hui, qui doit être le représentant du président de la République pour le suivi des restes de la négociation. Je pense que c'est important que le gouvernement le fasse. Okay. Je voulais dire, ensuite, aucun homme, quel que soit son poids, quelle que soit sa légitimité, ne peut aujourd'hui influencer ce qui se passe. Les véritables déterminants de la crise du Nord, c'est la communauté internationale. Il faut qu'elle soit franche avec l'État malien, parce qu'il n'y a pas d'explication que la CMA quitte Alger avec l'accord d'aller expliquer le projet à ses populations, et que nous, on ne l'ait pas eu. Je ne comprends pas comment ça peut se faire. Les véritables déterminants, c'est la communauté internationale. Et le véritable déterminant, en dépit de tout ce que dit Étienne, c'est le HCUA. Et le HCUA, c'est quand même la connexion aussi avec Ansardine. Ansardine est la connexion avec les djihadistes. Et les djihadistes, c'est la connexion avec Iyad Agali. Et la question qu'on doit se poser, le président de la République du Mali l'avait dit. Vous m'avez coupé, sinon j'allais le dire, et j'allais me faire fusiller par Étienne. Je reste persuadé qu'il va falloir, à un moment ou à l'autre, discuter peut-être avec Iyad Agali. Et si je lui dis, oui, Étienne va me fusiller, je vous donne les balles, si vous voulez, tuez-moi, c'est une balle à un seul coup. Parce que vous avez une situation sur le terrain. On donne l'impression que les forces de l'opération Barkhane, les forces des Nations Unies, on n'arrive pas à résoudre le problème militairement. Si vous ne pouvez pas résoudre le problème militairement, il faut peut-être tendre une main, peut-être négocier. J'en aurais terminé et vous me fusillerez en ce moment-là. Et que peut-être qu'il faut envisager, je ne sais pas, moi je ne suis pas médiateur, encore une fois, le rôle d'un analyste, c'est de se tromper parfois. Je pense, à mon avis, qu'il y a probablement une passerelle, une main à tendre à cela en disant, attendez, ce que vous faites, ce n'est pas du tout normal. Alexis oui, c'est dit qu'il y a des déconnexions à faire et on ne peut pas se permettre en ce moment
disons, de jouer sur plusieurs tableaux. Donc, je pense que par rapport à la communauté internationale, il y a eu beaucoup de polémiques par rapport au déplacement des chefs religieux. Eux-mêmes pensent qu'il y a eu des résultats. Je pense qu'il y en a eu et il est prévu qu'il fasse une seconde tournée, je crois. Oui, la semaine prochaine. Ça sert toujours. Franchement, Alexis, si on le laisse terminer. Attends, non, mais je veux juste comprendre. D'après vous, qu'est-ce que cette mission a pu changer à la doctrine de l'Europe? Le symbole. Voir que au Mali, il y a plusieurs, disons, courants, entités qui s'entendent, qui font cause commune pour venir ensemble. Le fait de voir ces gens ensemble déjà est un symbole fort et met en brèche certaines idées reçues. Oui. Le second aspect, tout par rapport au Nord, je suis d'accord que la force militaire ayant peut-être montré ses limites, pourquoi ne pas envisager la force militaire. Qu'est-ce que vous appelez justement la force militaire à montrer ses limites? Il n'y a pas eu justement de combat. Il n'y a pas eu de lutte véritable contre le terrorisme au nord du Mali. Il n'y en a pas eu. Il y a eu une intervention qui a permis aux rebelles et aux djihadistes d'aller se cantonner à Kidal et de faire de Kidal ce qu'ils veulent. Mais la véritable lutte contre le terrorisme pour nous, Serval, Barkhane et toutes les autres forces sont venues, cette lutte n'a pas encore commencé aujourd'hui. Parce que d'après leurs explications, ils disent justement qu'il faut qu'on arrive à la signature de l'accord pour faire la différence entre qui est djihadiste, qui ne l'est pas. Et deuxième chose, quand Serge dit non, comment vous pouvez imaginer qu'on négocie avec des djihadistes? Vous l'avez dit une fois qu'il fallait négocier avec Boko Haram au Nigeria. Vous avez vu la suite. Donc aujourd'hui, négocier également avec Iyad Agali, c'est donner une piste à l'impunité, c'est dire que au final, que les djihadistes peuvent être de bons copains, que finalement on peut cohabiter avec. Étienne, vous proposez quoi? Que la communauté, vous le savez dès le début. La potion magique, c'est quoi? Que la communauté internationale s'assume, que l'État du Mali s'assume, que nous préparons notre force armée et que nous engageons le gouvernement. Dans combien de temps? On les prépare dans combien de temps? Parce que ce travail, je crois que aujourd'hui aurait dû trouver qu'on était prêt. S'il n'y avait pas eu les questions de mauvaise gouvernance liées au contrat d'armement, etc., aujourd'hui, on aurait dû trouver qu'on est prêt. Okay. Pour terminer. Très rapidement, ne monopolisez pas. En 30 secondes, terminez. Terminez. Pour terminer, aujourd'hui, quand vous prenez le dernier rapport de l'ONU, qui, au lieu d'apaiser les gens, continue à mettre en avant les exactions. Et les exactions que les terroristes ont commises sont beaucoup plus nombreuses que ceux qui ont été commis par les rebelles et les forces armées maliennes en même temps. Donc aujourd'hui, négocier avec ces gens-là constitue pour moi un point de non-retour, que si la communauté internationale pousse le Mali à faire ça, alors il en est fini pour le Mali, il en est fini pour le Sahel. Ok, Adam, avant de conclure sur ce point. Je voudrais juste, sans jeter la pierre à notre armée, j'aimerais effectivement qu'on sorte la tête du sable. En janvier 2012, en mars 2012, en avril 2012 et en janvier 2011, nous avons perdu les 2/3 du pays. Il n'y avait pas de troupes étrangères à l'époque. Et notre dernière bataille perdue, c'est celle de Konna. C'est après Konna que nous avons sollicité la communauté internationale. Le travail n'est peut-être pas achevé. Elle a peut-être des difficultés, ou alors elle fait exprès, je n'en sais rien, de distinguer entre les terroristes et les rebelles politiques. Mais c'est ça la vérité. Il ne faut pas dire qu'on ne s'est pas battu. On s'est battu, on a perdu la guerre. Il a fallu que nous ayons recours à des forces étrangères. Nous devons le dire. Maintenant, nous devons le dire très honnêtement. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas tirer les leçons de cette défaite, que nous ne devons pas savoir pourquoi nous avons perdu, pourquoi l'outil de défense est dans cet état. Alors, l'autre chose, c'est quand vous parlez des violations des droits de l'homme, on ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité
les exactions commises par un État, parce qu'un État est régi par une constitution est un ensemble de déclarations dont le respect des libertés fondamentales de l'intégrité physique, et ce que fait une rébellion. Il ne faut pas faire ça. D'accord, on va sortir de là. Alexis, j'avais envie de poser une autre question, et cette question, c'est justement par rapport à la communauté internationale. Est-ce qu'on ne peut pas se poser des questions sur sa sincérité? Puisqu'on a remarqué pendant la transition, on a entendu le président Hollande dire qu'il sera intraitable sur la tenue de la présidentielle, par exemple. On aurait aimé entendre la communauté internationale dire qu'on sera intraitable par rapport au paraphe ou non du pays accord par la rébellion. Il est évident. Elle pouvait le faire. Est-ce qu'elle n'a pas raté le coach de se crédibiliser la communauté? Il est évident qu'il y a une complaisance. Non, pas raté en ce sens que pour moi c'est fait exprès. Je dis toute cette tergiversation parce que à la limite quelque part ces gens les tiennent parce qu'ils les ont utilisés pendant longtemps sur le terrain. Donc pour moi on les ménage parce que on ne veut pas que certaines choses sortent. Si vous voyez, je voyais récemment les images encore de Hollande quand il venait au Mali, il était très embarrassé par la question de pourquoi on n'a pas accepté que l'armée malienne les accompagne à Kidal. Ça, il a cafouillé. Donc, il y a ce qu'on doit chercher à savoir, c'est quel est leur agenda. Mais si la France avait dit au MNLA, vous signez le même jour, vous paraffez le même jour. Même à Alger, ils pouvaient paraffer. Oui, ce que vous dites est juste, mais on ne met jamais, en termes de négociation, on ne met jamais un pistolet sur la tempe de quelqu'un en lui demandant de signer. Vous avez quand même deux actions qui me paraissent importantes. La première, c'est que vous avez eu un communiqué qui dit on ne revient pas sur l'accord. Donc c'est laisser le temps aux gens, mais en fait on les coince, il y a des sanctions qui pourraient venir très rapidement. Vous avez les 5 pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, sauf les États-Unis, qui se sont déplacés pour aller à Kidal pour les voir. C'est quand même quelque chose, à mon avis, d'important sur le terrain. Maintenant, de l'autre côté, il est évident que les pressions des Nations Unies contre Israël qui n'ont pas été appliquées. C'est ce que je voulais dire. Mais il y a sur le terrain actuellement, quand vous discutez avec les uns et les autres, une forme de pression, graduelle pour que l'accord soit signé. Mais M. Tangara, j'en aurais terminé, c'est pas parce que vous signez demain l'accord que vous avez la paix dans le nord du Mali. Ce sera une autre étape. Mais effectivement, il faut pouvoir franchir cette étape-là. Ok, une dernière question sur ce sujet, c'est vraiment cette délicatesse de l'accord, la posture de l'opposition et de la société civile qui n'est pas favorable au préaccord. Imaginez le Mali est en conflit avec des sécessionnistes, que d'autre part, des gens disent nous, on n'est pas d'accord, c'est comme si on se ralliait un peu aux sécessionnistes. Non, pas du tout. C'est vrai, les critiques sont fondées, objectives, mais à analyser, c'est... Non, pas du tout, Tangara. C'est mieux, c'est-à-dire que on allait avoir peur s'il y avait une sorte d'unanimisme. Mais il faut un consensus quand même. Il faut un consensus. C'est-à-dire, ils sont responsables, ils n'ont pas été... Non, mais... en fait, ces gens ont dit, ils ne se sont pas inscrits pour parler contre les négociations, mais ils ont dit ce texte n'est pas bon. L'opposition, les opposants sont aussi patriotes que ceux qui sont au pouvoir. Les opposants maliens sont aussi patriotes que ceux qui sont au pouvoir. Je pense que le pouvoir malien a commis une erreur. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date du gouvernement Moussa Mara, de ne pas avoir assez associé toute la classe politique aux négociations. Et peut-être qu'on en paie aujourd'hui le prix. Etienne, il y a sur cette question. Pourquoi on n'a pas corrigé les... C'était un peu tard, parce que c'était déjà dans le processus. Oui, sur la délicatesse de cette question, et puis on vient au deuxième point. Pour moi, aujourd'hui, la question fondamentale, ce n'est pas de mettre le fusil sous la tempe de quelqu'un. Pas de Serge, en tout cas. Aujourd'hui, vous l'avez vu, Serge, qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre alternative que de mettre pression sur la CMA pour signer. Et cette pression-là, on l'aurait pu le faire, comme le disait Tangara, avant de commencer toute cette procédure et de sortir les muscles. On ne l'a pas fait. Maintenant, je vais terminer juste pour rebondir sur ce que l'autre disait, qu'on ne peut pas aujourd'hui, concernant le rapport de l'ONU, qu'aujourd'hui, une armée qui joue pleinement son rôle sur le terrain, qui pour la défense de la nation, arrive à peut-être tuer des gens ou faire des choses qu'on pourrait traiter d'atrocités ou autres,
que ces faits-là soient rapportés dans un rapport au même titre que les faits, les viols, les crimes, les exécutions sommaires que les terroristes et les djihadistes font. Pour moi, c'est ça qui est insultant. Et aujourd'hui, le rapport de l'ONU est une farce aujourd'hui qu'on doit décrire. Malheureusement, personne n'en parle comme si ce n'était pas suffisamment important. Bon, c'est quand même dans la presse. Hein. On va en venir au deuxième point, au deuxième sujet de cette émission du débat du dimanche, avec l'arrestation de certains complices suite à l'attentat de la terrasse à Bamako. On peut le dire, les bons points de la DGSE, quand même, ça a été rapide, ces interpellations et surtout l'arrestation de ces complices-là. Etienne Fakaba Sissoko, ça rassure, hein, ça rassure. Tout à fait. Et moi, je suis fier aujourd'hui de nos services de sécurité, contrairement à tout ce qui a raconté que nous n'avons pas d'armée, nous n'avons pas ci, nous n'avons pas ça. Nous avons prouvé à travers cette opération que oui, on peut compter sur nos services de renseignement. Et ils l'ont prouvé à plusieurs reprises. Vous vous souvenez certainement du cas Wadoussen, où ils ont été très réactifs, et là encore, ils viennent de le prouver. Comme quoi, si la volonté politique y est, si on met les moyens à la disposition de nos services de sécurité qui sont capables de fournir le résultat qu'on leur demande. Et aujourd'hui, on peut être fier d'eux, les encourager surtout et dire que de ne pas écouter ceux qui... Surtout si la population, surtout, collabore. Surtout, et je vois, c'est rassurant pour... ceux qui tardent un peu le soir, il y a des fouilles, il y a des contrôles qui rassurent et je pense que de plus en plus on prend la mesure, parce que c'était ça le dernier. Il fut un temps où à Bamako on n'avait pas l'impression d'être dans une situation d'anormalité. Alors c'est rassurant effectivement, parce qu'Adam me disait encore hier, enfin à l'époque des faits, il se demandait s'il fallait pas changer de quartier. Donc bon, c'est rassurant pour lui. Mais ce qui est important, c'est d'avancer dans l'enquête. L'enquête aujourd'hui, brièvement, on sait qu'il y a 3 têtes, des 3 éléments essentiels qui ont participé, membres du commando, qui sont venus du Nord. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient des complices. Ici, il y a un boutiquier et son frère, qui est quelqu'un qui travaille dans une agence de voyage, dans une société de transport, qui envoie donc un ticket pour acheter pour le transport. C'est très intéressant. On sait où ils sont. On sait ils sont arrêtés. Depuis, on a saisi des dizaines de téléphones, des puces de téléphones. Les forces spéciales des services de renseignement ont fait un excellent bout de travail. Les puces de téléphone ont parlé. Et je pense qu'on ne doit pas se dire l'enquête avance, ce qui veut dire qu'on pourrait avoir très rapidement d'autres interpellations. Non, après Adam, vous avez une autre je le laisse. Il est tellement emballé sur cette question. Oui. Mais pour une fois que nos services de sécurité font un excellent boulot, permets-moi quand même de leur rendre cet hommage-là, Adam. Non, mais vraiment, aucun problème. Moi, là où je voulais attirer l'attention, c'est par rapport à l'âge relatif de ces jeunes-là. Parce que ça montre que, effectivement, la question de l'emploi des jeunes, la question de la formation des jeunes, de l'éducation des jeunes revient encore. Tant qu'on ne trouvera pas une solution à cela, leur enrôlement deviendra quelque chose de très banal et ça pourrait se retourner contre nous. Adam Cham. Oui, non, mais c'est pas parce que tu chômes que tu es transformé en assassin ou en kamikaze. Ça ne tient pas. Laissez-moi parler, Etienne, cette fois-ci. Je vous ai même donné mon tour. Vas-y. Mais non, c'est pas parce qu'on chôme qu'on est transformé en assassin ou en kamikaze. Non, ça ne tient pas. L'autre chose, c'est oui, je pense qu'il y a eu du bon boulot de fait. Et c'est étonnant. Moi, je pensais que nos services étaient de plus faible capacité que ça. Et je suis vraiment merveilleusement surpris de voir que l'enquête avance rapidement. Il ne faut pas crier victoire trop tôt. Il y a toujours un assassin qui court. Au moins 2. Voilà. Il y a toujours un assassin qui court. Et c'est rare. Si vous regardez bien dans l'histoire des attentats, en général, les gens sont tués sur place ou arrêtés, etc. Donc il y a un assassin au moins. Et Serge dit 2 parce qu'il sait de quoi il parle. Il était le tout premier à faire un papier là-dessus, à tel point qu'on se demande pourquoi il n'a pas écouté lui. Merci de me jeter des fleurs avant les flèches. J'attends les flèches. Alors, voilà, donc il court toujours. Et on espère effectivement qu'il faut les rattraper. Et il ne faut pas crier victoire trop tôt parce que nos services sont trop faiblement outillés pour faire face aux défis
sécuritaire d'un pays qui est en lutte contre le terrorisme et qui le sait. Même les États-Unis, qui étaient la première puissance au monde, si on regarde bien, ont eu des failles dans le renseignement, dans la sécurité, pour pouvoir prévenir un attentat aussi important que celui du 11 septembre. Et donc, on les encourage. On les suit, mais il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Ce qui est énervant, c'est un peu le faible équipement des services de sécurité. C'est facile, hein, c'est une question de volonté politique. On l'inscrit sur un budget et puis bon, ils ont les équipements. C'est exactement ce que je voulais vous dire. Vous savez, le Mali probablement est le pays où les forces spéciales n'ont pas un seul hélicoptère. Vous ne pouvez pas avoir des forces spéciales sans hélicoptère. Mais la deuxième chose que je souhaite dire, c'est que vous avez les forces spéciales de la sécurité d'État, mais au sein de la police, vous avez la BAC, ce sont les forces spéciales. Vous avez des forces spéciales au Mali, au sein de la gendarmerie. Je pense qu'il faut pouvoir coordonner les actions au sein des forces spéciales. Mais qu'effectivement, le manque de matériel, le manque de moyens est terrible. Quand vous voyez le jour de l'attaque... de l'attaque de ce bâtiment-là, vous avez des forces spéciales qui portaient des tennis, par exemple, alors que on porte des tennis pour aller faire du footing plutôt, pour aller jouer au ping-pong, et non pour aller... Donc ça doit être le premier poste budgétaire, je crois, aujourd'hui, c'est la défense, et ça doit faire partie des priorités. Je dirais à Kansai que vous cherchez à prendre sa place. Il vous écoute. Okay. Mais Alexis, il y a quand même un détail par rapport à la provenance de certains complices. C'était un village, une périphérie où le Mujiao sévissait à un certain moment. C'est important aussi. Non, bien avant que ça ne soit structuré en Mujiao, de tout temps, il y a eu, disons, un courant djihadiste dans la zone assez connu. Donc, je pense certainement, comme les autres l'ont dit, qu'actuellement ils doivent travailler sur cette piste. C'est vrai, il faut plus de moyens, au moins, pour pouvoir prévenir. C'est pas évident, mais ça peut se faire souvent. Okay. Mais je voulais juste dire, non, ces choses-là n'arrivent pas nuitamment. Il y a longtemps que les germes avaient été plantés. Je me souviens que vers 2010, il y avait une bonne vingtaine de Pakistanais qui faisaient le tour de la région. Il y avait même un dentiste koweïtien connu qui faisait le médersa, etc. C'est-à-dire, c'est progressivement qu'ils ont planté les germes d'un wahhabisme qui n'est pas loin du salafisme, en ce sens que dès que tu lui donnes une mitraillette, effectivement, ils deviennent des djihadistes. Et le recrutement se fait justement parmi cette jeunesse-là. D'accord. Troisième point de l'émission, au moins 21 victimes. C'est le bilan d'un attentat terroriste perpétré donc au musée du Bardo à Tunis. Un attentat revendiqué le lendemain par Daesh. Là-dessus, nous écoutons les réactions du Premier ministre et du président tunisien. Et on revient juste après. Le premier bilan fait état de 19 personnes tuées dans l'attaque, dont 17 touristes étrangers, de nationalités différentes, polonaises, italiennes, allemandes et espagnoles. 2 Tunisiens sont morts aussi. Les 2 terroristes ont été tués pendant l'assaut final. C'est une catastrophe majeure pour la Tunisie. Ils ont voulu détruire l'espoir du peuple tunisien. Voilà, qui en veut à la Tunisie, le pays du printemps arabe, un exemple de démocratie réussie, Alexis Kalambri? En fait, il y a beaucoup de conjugaisons de faits. Si vous prenez, on affirme que dans les rangs de l'État islamique, il y a beaucoup plus de Tunisiens. On parle de 3 à 4 000 Tunisiens. Voilà, et à cela, il faut ajouter même les conditions de l'élection, un peu comment les islamistes, disons, ont été, comment ils s'en sont sortis. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons mis bout à bout qui peuvent amener un peu à ce qu'on vient de voir. Oui, surtout qu'au départ, ce n'était même pas dirigé contre des étrangers. Oui, Etienne, sur la question. Oui, moi je crois que ça pose, de mon point de vue, la question de l'alternance. Parce que lorsque le printemps arabe est survenu, nous avons tous applaudi, oui à l'alternance, oui à l'organisation des élections. Et aujourd'hui, on doit avoir le courage de faire l'état de cette alternance-là, qui a permis aujourd'hui de mettre la Libye dans une ruine pas possible. Et ce sont les conséquences justement de ces différents mouvements qui ont abouti à cela malheureusement. Donc moi, de mon point de vue,
il faut véritablement que nous revenions à la source, c'est-à-dire voir concrètement aujourd'hui qu'est-ce que cette alternance que nous avons cherchée à travers le processus démocratique, est-ce que ça a porté ses fruits? Si ça n'a pas porté ses fruits, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut concrètement pour en finir avec cette instabilité permanente qui est revenue dans tous les pays dans lesquels on a assisté à une révolution populaire? Certains pensent à la Syrie, moi je pense plutôt à la Libye. Je pense que des pays comme la Tunisie vivent ce que vit le Mali, c'est-à-dire que le réservoir en terroristes, en djihadistes autoproclamés, il faut aller vers la Libye. Donc le problème n'est pas que tunisien, le problème n'est pas que malien à mon avis, il est plutôt sous-régional. Et c'est franchement, vous avez, tu parlais de Boko Haram tout à l'heure, vous parliez de Boko Haram tout à l'heure, Étienne, vous avez vu quand 4 ou 5 pays se sont mis ensemble pour lutter contre Boko Haram. On ne peut pas dire que Boko Haram a disparu aujourd'hui, mais vous voyez quand même que la marge de Boko Haram est plutôt réduite. De la même manière, moi je vois une armée internationale, malienne, tunisienne, algérienne, bref, une armée de toute la sous-région pour lutter contre le terrorisme. Comme quoi la guerre paye souvent. Horreur d'être d'accord avec Serge, mais je le suis cette fois-ci. Je crois effectivement que ce qui se passe, c'est que il y avait le baril, il y avait l'allumette, c'était en Libye, il y avait le baril, c'était en Tunisie, et ce qu'on cherchait en Tunisie, c'était effectivement liquider le symbole de ce qu'on appelle la réussite du printemps arabe. Mais il ne faut pas non plus oublier que tout le Maghreb est parcouru de mouvements islamistes qui s'expriment à un moment donné. L'Algérie a ces terroristes et ils sont de plus en plus neutralisés. Le Maroc, on a appris aujourd'hui effectivement qu'ils ont démantelé un réseau. La Libye qui devient un sanctuaire djihadiste, et la Tunisie où il y avait eu des attaques il y a cette dernière année. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des problèmes à la fois identitaires et économiques dans le Maghreb qui font du Maghreb une espèce de la jeunesse maghrébine, la chair à canon des mouvements comme Daesh, AQMI au Yémen, et c'est très important de résoudre ça, et c'est là que peut-être le constat de Étienne, c'est-à-dire une jeunesse économiquement outillée et capable de résister aux tentations est important. Est-ce que pour la Tunisie, l'épisode Ennahda n'est pas un facteur catalyseur favorisant, puisqu'il peut y avoir les dessus de cet épisode-là? Est-ce que ça n'a pas permis d'incruster un peu des djihadistes au sein de cette population? Non, je crois pas. Je crois que, comme Adam expliquait, c'est un peu un phénomène incrusté dans la région qui se métastase de temps en temps, mais qui est vraiment ancré. Mais parce que Ennahda a été battu à la régulière, donc la population, dans sa majorité, ne s'est pas inscrite dans ce courant-là. Ok. Je cite, lorsque l'État islamique a revendiqué l'attentat, on a parlé d'une attaque bénie contre l'un des foyers des infidèles en Tunisie musulmane. Étienne Fakaba, ça vous inspire quoi qu'on attaque ce pays laïque, démocratique? Puisqu'en Tunisie, on a l'habitude de dire la mosquée à droite et puis le maquis, il est à gauche. Vous avez le choix. Oui. Le véritable problème, c'est que vous avez vu les statistiques, que c'est des étrangers qui ont été largement, les Occidentaux surtout. Ça veut dire que la culture de la haine de l'autre qui ne partage pas ma religion est en train de prendre le dessus. Et c'est là où les chefs religieux, c'est là où les prêcheurs ont un rôle conséquent à jouer. Mais là encore, je reviens au printemps arabe qui a ouvert les portes justement à tout ce à quoi nous sommes en train d'assister malheureusement. Donc oui, ce pays-là, qui était un pays de tourisme par excellence, avec une économie florissante, avec les autres tares que nous connaissons, mais dont il y avait une certaine stabilité. Donc aujourd'hui, la question encore une fois de plus, c'est faut-il une stabilité ou faut-il de l'alternance, et l'alternance à quel prix? Ça pose le problème des printemps arabes, comme le disait Étienne, et c'est bizarre, on est d'accord pour une fois, ça n'arrive pas souvent. Deux fois d'ailleurs, on va faire la troisième fois. C'est que la révolution, ce n'est pas la démocratie.
C'est pas parce que vous balayez une dictature que c'est la démocratie. C'est pas pour. Alors la deuxième chose que je souhaitais dire, c'est que c'est par l'éducation que vous pouvez régler ça. Étienne en parlait tout à l'heure et Adam n'était pas d'accord. Mais l'éducation, il y a du type d'éducation. Si vous prenez l'Université nationale du Bénin, nous avons 4 universités à Bamako intramuros, vous avez 100 000 étudiants. La moitié des 100 000, ou presque la moitié, c'est-à-dire entre 40 et 47 000 étudiants se retrouvent en fac de droit. C'est pas comme ça que vous pouvez développer un pays ou lutter contre le. C'est pas possible. Ce sont des usines de fabrique de chômeurs. Et si vous fabriquez des chômeurs, ils vont se débrouiller pour vivre. Oui, et c'est sur ce peut-être que va prendre fin ce numéro du débat du dimanche. Il y a eu un autre attentat, sinon un triple attentat au Yémen. Nous en parlerons prochainement. Donc c'est sur ce que prend fin ce numéro du débat du dimanche. Nos invités étaient Adam Cham du Républicain, Alexis Calambri des Échos, Étienne Fakaba Sissoko, économiste, et Serge Daniel, journaliste écrivain. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine pour un autre numéro.